Le 7-10, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Mardi 22 avril, bonjour et bienvenue dans une édition spéciale du 7-10 encore largement dominée par la mort du pape François tout au long de la matinée. Reportages et témoignages autour de la figure du Saint-Père et un grand entretien consacré à son pontificat et à ce que sera son héritage. Anaïs Feuga, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et nous serons donc à Rome dès le début du journal. Avec les prières place Saint-Pierre hier soir et la suite des prochains jours, les funérailles organisées en fin de semaine. À Gaza, on se souvient aussi du coup de fil quotidien de François dans les paroisses catholiques. Dans ce journal également, aurait-on pu éviter des dizaines de victimes du chirurgien Joël Le Squarnec? Les lanceurs d'alerte témoignent au procès. L'eau toujours au plus haut à Périgueux et le nettoyage des plages qu'il vaut mieux faire à la main pour protéger l'environnement. Et les invités d'Inter ce matin, Hélène Philly, bonjour. Bonjour, le romancier Éric Emmanuel Schmitt est avec nous pour évoquer à 7h50 sa relation particulière avec le pape. François avait signé la postface de son livre Le défi de Jérusalem il y a 2 ans. Et à 8h20, à tout à l'heure, Hélène, pour prolonger la discussion, table ronde dans le grand entretien avec l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, la journaliste Christine Pedotti et les chercheurs William Marx et Marc Lazare. 9h20, Léa Salamé reçoit la chanteuse Jeanne Chéral. France Inter. Il sera mort sans avoir revu son pays natal, l'Argentine. Jorge Bergoglio, débarqué à Rome en 2013 depuis son diocèse de Buenos Aires après la renonciation de Benoît XVI, avec une seule petite valise pour tout bagage, lui qui ne pensait rester que quelques jours le temps du conclave. Devenu le pape François, chef spirituel d'1,4 milliard de catholiques dans le monde, décédé hier matin dans sa chambre de la résidence Sainte-Marthe au Vatican d'un AVC qui a provoqué un coma. Le Saint-Siège l'a précisé dans la soirée, alors qu'au coucher du soleil à Rome, des milliers de fidèles avec fleurs ou bougies affluaient place Saint-Pierre. Reportage de Boris Loumagne. Il n'y avait pas de larmes hier lors de la messe, de la solennité, oui, mais pas de pleurs. Une ambiance fraternelle, une communion que tente d'expliquer cette religieuse, la sœur Maria Pia. Il me vient une citation qui est présente dans les Écritures, quand on dit Gaudio, qui est à la fois la joie et la douleur. C'est ça que l'on ressent. Une joie parce que le pape est au ciel, il peut se reposer, il respire mieux, il ne souffre plus. Mais aussi une douleur pour nous qui sommes ici. Après la messe, à la nuit tombée, quelques jeunes ont chanté, prié. Sur la place, on a aussi parlé du successeur de François, avec un souhait pour Maria, une touriste franco-espagnole. Que les prochains soient aussi courageux que lui. La société, elle change. Et donc on a besoin aujourd'hui d'une église qui soit en capacité de porter les valeurs d'amour, d'écoute, d'entraide, de solidarité. Et sur la place, hier, les fidèles étaient nombreux à plaider pour que le prochain pape soit un héritier des valeurs d'ouverture et de transparence portées par François. Et le Vatican, en effet, s'affaire à préparer la suite. Dans les jours qui viennent, les cardinaux du monde entier vont converger vers Rome. Première réunion ce matin à 9h pour décider officiellement de la date des funérailles, vraisemblablement samedi. Bonjour Mathilde Arberti. Bonjour à tous. Vous êtes l'une de nos envoyées spéciales à Rome. François avait laissé des instructions à son image, à savoir plus de simplicité que la pompe habituelle du Saint-Siège. C'était dans son testament rédigé en 2022. Oui, effectivement, un testament écrit en 2022 est rendu public hier soir par le Vatican. François souhaite être inhumé à Sainte-Marie-Majeure, un basilique dans le centre de Rome. Une rupture car depuis 3 siècles, les papes reposent à la basilique Saint-Pierre. Et François demande dans ce testament une sépulture simple, sans décoration, avec une inscription sobre, Franciscus, c'est-à-dire son nom en latin. Le cercueil sera transporté à Sainte-Marie-Majeure après les funérailles, qui seront célébrées au Vatican probablement samedi, vous l'avez dit. Dès demain, la dépouille sera exposée basilique Saint-Pierre pour que les fidèles puissent se recueillir. Les chefs d'État du monde entier sont attendus. Donald Trump annonce sa venue aux funérailles malgré les relations épineuses entre les deux hommes. Le jour et l'heure de la cérémonie seront donc fixés officiellement aujourd'hui. Lors de la toute première réunion des cardinaux, l'ensemble des cardinaux va affluer petit à petit au Vatican, se retrouver en congrégation. Des réunions autour de l'avenir de l'Église et du successeur de François. Viendra ensuite le conclave dans 2 semaines, maximum 19 jours.
jours. 135 cardinaux électeurs qui vont être coupés du monde dans le secret de la chapelle Sixtine, le temps qu'un nom se dégage et que le 267e chef de l'Église catholique soit élu. Mathilde Berthier avec Hélène Langlois en direct depuis Rome. La capitale italienne s'attend donc à voir arriver chef d'État et tête couronnée du monde entier. L'Argentine a décrété un deuil national de 7 jours. Deuil national aussi au Portugal où Pape François a été, dit le Premier ministre portugais, une source d'inspiration. Et de fait, les hommages sont unanimes à travers le monde. Hommage d'autres dirigeants religieux, du Dalai Lama qui dit sa tristesse, au grand imam d'Al-Azhar en Égypte, plus haute institution de l'islam sunnite qui salue son engagement pour le dialogue interreligieux. En Israël, le président Herzog évoque un homme de foi et de compassion sans fin. Et l'autorité palestinienne salue un ami fidèle du peuple palestinien. Les chrétiens de Gaza se souviendront longtemps de lui. François mettait un point d'honneur à appeler tous les soirs la communauté de l'enclave. Amira Suilem a recueilli le témoignage de Georges Anton, le responsable de Caritas à Gaza. Il reconnaissait les voix, connaissait leurs prénoms. Le coup de fil du soir du pape, un moment phare de la vie de Georges Anton jusqu'à hier. Le pape appelait tous les soirs à 20h. À chaque fois qu'il nous appelait, il disait « N'ayez pas peur, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes prières, je suis avec vous, je resterai avec vous. Et priez pour moi comme je prie pour vous. » Tu te rends compte, le pape François nous demandait de prier pour lui. Il avait besoin de parler avec Gaza autant qu'il avait besoin de boire et de manger. Comme 450 autres personnes, Georges Anton s'est réfugié avec son épouse et leurs 3 filles dans l'église catholique de Gaza. Alors que la menace plane, ils ont tenu à organiser dès hier soir une messe en hommage au pape François. Lors de cette messe, le prêtre de notre paroisse a dit qu'il espérait que le premier miracle du pape François depuis les cieux serait d'apporter la paix à Gaza. Cette paix pour laquelle il s'est battu alors qu'il était sur terre. J'aimerais demander au monde de regarder Gaza avec les mêmes yeux que le pape François. Les yeux de l'amour pour ce peuple palestinien qui a le droit de vivre dans la dignité et la paix. Bien plus qu'un pape, c'est l'un des leurs que les chrétiens de Gaza disent avoir perdu. Amira Suilem, Jérusalem, pour France Inter. En République démocratique du Congo, plus grand pays catholique d'Afrique, les cloches ont sonné hier pour François, qui s'y était rendu en 2023, considéré sur place comme une voix pour les sans-voix. L'Afrique où pourtant les évêques se sont opposés à la bénédiction des couples de même sexe, autorisée fin 2023 par le Vatican, l'un des gestes d'ouverture du pape François. Peu nombreux, mais inédits. C'est ce que relève Cyril de Compiègne, porte-parole de DJ Arc-en-Ciel, une association LGBT chrétienne. Ce qui est certain, c'est que c'est un pape qui a incarné une démarche d'ouverture comme aucun de ses prédécesseurs. Ça a fait beaucoup de bien, notamment au début de son pontificat. Il y a eu beaucoup plus de visibilité du sujet, c'est-à-dire qu'on s'est mis à parler d'homosexualité dans les paroisses, dans les diocèses, et plus uniquement sur un registre de condamnation ou un registre négatif. Et en tout cas, il y a des personnes qui, grâce au pape François, se sont vraiment dit j'ai une place dans l'Église. C'est vrai aussi cependant des limites. Voilà, il y a eu des propos plus négatifs, notamment sur les personnes trans, ou des moments où il a tenu une ligne plus conservatrice. On aurait bien aimé qu'il y ait vraiment un vrai travail théologique, une forme de reconnaissance réelle des couples homosexuels de manière beaucoup plus affirmée. Tout ne sera sans doute pas perdu de son héritage, mais on peut vraiment craindre qu'il soit mis de côté, marginalisé et que finalement il en reste plus grand-chose. Cyril de Compiègne de l'association DJ Arc-en-Ciel avec Alice Kachaner. François qui a par ailleurs toujours très sévèrement condamné l'avortement et malgré des responsabilités très importantes, jamais confiées à des femmes jusque-là au Vatican, a fermé la porte au diaconat pour les femmes. La matinale spéciale continue sur Inter avec nos invités à venir. Il est 7h09 en France, la suite du procès Le Squarnec et le témoignage aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Ces médecins qui avaient prévenu des déviances du chirurgien dès 2006 mais qui n'avaient pas été écoutés. La Cour criminelle du Morbihan les entend aujourd'hui. À l'époque, Joël Le Squarnec venait d'être condamné pour détention d'images pédopornographiques, mais il avait continué à exercer, faisant ainsi une quarantaine de victimes supplémentaires avant que l'affaire n'éclate. Jean-Philippe Degnaud. Ils sont au moins 3 médecins à avoir eu connaissance de cette condamnation du docteur Le Squarnec et avoir alerté les autorités, la direction de l'hôpital de Quimperlé, mais surtout le Conseil de l'ordre des médecins du Finistère. Personne ne bouge parce qu'il y a pénurie de
de praticiens dans le secteur et que les compétences du docteur Le Squarnec sont précieuses, mais aussi parce que la détention d'images pédopornographiques ne paraît pas si grave aux yeux de certains. C'est ainsi que le Conseil de l'Ordre du Finistère rejette toute sanction sans même en avertir le Conseil national de l'Ordre des médecins, ce que regrette l'avocate de ce dernier, maître Négar-Aéry. Le Conseil national aurait dû faire appel de cette décision d'inscription ou bien carrément initier une procédure disciplinaire. Et c'est sur ce manquement que le Conseil national a souhaité exprimer ses plus vifs regrets à l'attention des victimes aux côtés desquelles elle se tient en qualité de partie civile à ce procès, pour n'avoir pas assuré ce suivi avec plus de rigueur. Et le Conseil national de l'Ordre des médecins affirme qu'aujourd'hui, de telles négligences ne seraient plus possibles et que chaque patient peut effectuer un signalement en ligne directement sur son site. Le parquet antiterroriste se saisit d'une nouvelle enquête visant des agents pénitentiaires, des tirs et des jets de cocktails Molotov dans un lotissement en Isère dans la nuit de dimanche à lundi, non loin de la prison de Saint-Quentin-Fallavier. En Dordogne, la préfecture a demandé hier aux habitants de Périgueux, de Trélissac et Boulazac qui résident sur les bords de l'île de ne pas sortir pendant la nuit, la rivière étant crue. L'eau est montée très vite. À Périgueux, Pascal est rentré en urgence de son week-end de Pâques pour constater les dégâts chez lui. D'un seul coup, c'est monté. J'ai pas eu le temps de remonter tout ce qui était dans le garage. Mes voisins étaient inondés déjà. En une heure, c'était tout inondé déjà, la route et tout. Donc, je perds beaucoup de choses. Je perds le congélateur, je perds le sèche-linge, je perds le lave-linge, et puis tous des outils, quoi, des machines. Pourtant, d'habitude, c'est toujours surélevé, mais là, c'est monté trop, c'est à la hauteur du genou. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? C'est comme en 2009, ça va falloir tout racheter. Et ça me fait chier. Pascal, un habitant de Périgueux au micro d'ici Périgord. 5 départements sont toujours en vigilance orange pour les crues. Quant à la Réunion, les centres de santé sont au bord de la saturation à cause de l'épidémie de chikungunya. Emmanuel Macron est sur place aujourd'hui. Il rencontre aussi ce matin des agriculteurs touchés par le cyclone Garance alors que le secteur est impacté par une sécheresse sévère. Hier à Mayotte, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de plus de 3 milliards d'euros sur 6 ans pour financer son plan de refondation. Enfin voilà la saison du grand nettoyage de printemps des plages du littoral, pratiquées la plupart du temps par des engins mécaniques. Or, c'est catastrophique pour l'environnement. Depuis quelques années, le parc naturel marin du golfe du Lion encourage donc les élus à changer leurs pratiques. Reportage ici Roussillon d'Alice Fabre dans les Pyrénées-Orientales. Souvent, le frein pour les communes, c'est qu'elles pensent que leurs vacanciers exigeront une plage parfaitement lisse, où tous les petits bouts de bois, les algues et autres résidus naturels, ce qu'on appelle la laisse de mer, seraient systématiquement retirés. Mais selon une étude menée sur 8 plages des Pyrénées-Orientales et réalisée par Charles Gonson et ses équipes, les mentalités bougent. À peu près les 3/4 des personnes, ça les dérange pas de la laisse de mer qu'elle soit sur la plage. Et il y en a même près des 3/4 qui seraient prêts à fréquenter une plage où la laisse de mer elle est jamais retirée. Déjà, plusieurs communes ont décidé de moins utiliser les machines comme Argelès-sur-Mer ou Valras-Plage dans l'Hérault, où une partie de la plage est nettoyée à la main. Mais pour Sébastien Vieux, en charge de l'environnement, face à certains déchets très polluants, l'engin mécanique reste la solution la plus efficace. Lors d'un ramassage manuel, on va ramasser surtout les déchets qui vont être en surface, alors que les mégots qui sont enterrés, les canettes qui peuvent être enterrées, les couches, tout ça, en fait, ça va pas être traité, alors que mécaniquement, ce sera traité. Et puis, il y a les contraintes légales aussi. Et parfois, ça vire au casse-tête, comme à Elne, où la plage est intégralement située en pleine réserve naturelle. Annie Pesin, adjointe au maire. Il faut protéger les humains, protéger le milieu, avec des obligations légales qui nous semblent contradictoires. Moins utiliser les machines, c'est aussi mieux préserver les espèces protégées, comme les tortues qui pourraient se trouver sur notre littoral. Et en voilà une autre commune du littoral, Cannes, qui accueille le 13 mai le festival du cinéma. L'affiche a été dévoilée hier. Pour la première fois, une double affiche avec une scène culte du film Un homme, une femme, l'étreinte entre Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, en version recto-verso sur les visages, une fois de l'un et de l'autre. Merci Anaïs Feuga. Et tout de suite, le Zoom. France Inter. Depuis l'annonce de la mort du pape François, c'est une pluie d'hommages venus du monde entier. Pour